coup, on va passer à la deuxième intervention sur Nietzsche et Épicure pour rester dans une grande cohérence de session. Donc, je laisse la parole à Florian Tomasier, Nietzsche, héritier d'Épicure. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Merci pour votre présence. Avant de commencer, je tiens à remercier le Cercle d'études nietzschéennes pour l'organisation de ce bel événement, et bien sûr, une fois de plus, pour son invitation. Aussi, avant de commencer, maintenant que j'y pense, je préviens les oreilles musicales. Si vous entendez un moment surgir dans mon exposé un accent du Sud, soudainement, c'est normal, mais je travaille dessus, donc bon, on essaye. Alors, oui, vous avez dit tout à l'heure que mon titre était un peu énigmatique, il était surtout provocateur, et j'ai essayé de voir avec vous la nature de cette provocation. Euh, j'ai essayé de ne pas faire trop de répétitions par rapport à ce qu'a dit Thomas. Donc, quand il va y avoir des liens de connexion entre nos deux présentations, je vais essayer de les mettre en dialogue directement. Euh, Nietzsche n'est rien sans la philosophie grecque. L'exégèse nietzschéenne n'a pas manqué de souligner régulièrement ce point et d'insister sur le rapport de Nietzsche aux philosophes grecs de l'Antiquité, perçu comme une clé d'entrée essentielle dans sa philosophie. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, les écrits philologiques et les cours universitaires dispensés par Nietzsche, qui sont actuellement en cours de traduction et de publication, révèlent à quel point les textes de l'Antiquité et leurs problématiques imprégnaient le cadre intellectuel du philosophe et furent déterminants dans la construction de sa pensée depuis sa jeunesse. À la fois philosophe, philologue et historien de la philosophie, Nietzsche fait de la philosophie ancienne un jeu de perspective. Et suivre les mouvements de ce jeu, c'est retrouver ou révéler les principes, les dispositifs et les mécanismes de la méthode d'analyse nietzschéenne, et appréhender ainsi la philosophie de Nietzsche sous une lumière nouvelle. Mon travail de recherche s'inscrit dans cette démarche et vise à expliciter les liens qu'a entretenu Nietzsche avec le maître de l'école du jardin, Épicure, notamment par la constitution d'un index de l'épicurisme se fondant sur les données de la statistique textuelle dans les travaux du philosophe allemand, construit sur la base d'une chronologie commentée des relations entre les deux penseurs. Malgré, comme l'a dit Thomas, un vif regain d'intérêt pour la question depuis quelques années, les études consacrées en histoire de la philosophie au rapport spécifique entre Nietzsche et Épicure restent trop rares. Pourtant, derrière Platon, Socrate et Héraclite, le philosophe allemand ne se réfère à aucun autre penseur de l'Antiquité avec autant d'insistance. Si on prend les données textuelles brutes, rien que le nom d'Épicure, dans le corpus nietzschéen, est cité à 80 reprises. Rien que le nom, je ne parle pas des adjectifs, épicurien par exemple, sans parler bien sûr des références implicites. Et ce, depuis ses écrits de jeunesse jusqu'à des écrits plus tardifs. Les références à Épicure sont donc nombreuses, mais couvrent également plus de 20 ans de la vie du philosophe. Cependant, la répartition des occurrences est inégale. C'est surtout entre 1878 et 1883 qu'Épicure occupe une place prépondérante dans ses écrits. Avant 1878, elle est épisodique. Après 1883, elle se fait plus discrète et est inclue dans une saisie différente de la philosophie épicurienne, comme on a pu le voir avec Thomas. Car si durant la majeure partie de sa vie intellectuelle, Nietzsche a considéré Épicure comme un héros de l'esprit et un formidable allié, ses relations avec le sage se dégradent progressivement. Quand Épicure lui procurait une joie semblable à un bonheur d'après-midi, je cite le paragraphe 45 du Gai Savoir, dont il a été question tout à l'heure, il devient ensuite un décadent typique, pour citer le paragraphe 370 du Gai Savoir, donc on est dans la seconde édition de cet ouvrage. Cette progression, que l'on considère généralement comme un revirement d'opinion de Nietzsche à l'égard d'Épicure, est peut-être la dimension la plus célèbre de la relation entre les deux philosophes. Nietzsche aurait réservé à Épicure le même sort qu'il avait réservé à Dostoïevski, à Spinoza. Comme mon camarade Thomas,
mes réflexions me mènent à penser qu'il faut plutôt saisir ce changement de considération au sein de l'évolution de la pensée de Nietzsche, et que la décadence d'Épicure est un moment nécessaire de la saisie nietzschéenne de l'épicurisme, sans aucun reniement. Dans cette communication synthétique, je me concentre principalement sur certains points de ressemblance entre les philosophies des deux auteurs. Je vais essayer de vous montrer, en quelques minutes, quelle est la nature de cette nourriture épicurienne dont Nietzsche semble s'être nourri, pour voir ensemble comment, dans un certain sens restreint, on peut considérer Nietzsche comme un héritier d'Épicure dans sa gnoséologie et dans son éthique. Il faut remonter à 1867 pour trouver pour la première fois chez Nietzsche une allusion à Épicure. À un moment, j'avais pensé vous mettre la photo, parce que j'ai retrouvé sur Nietzsche Source le carnet où il est question de la première fois où il écrit Épicure. Je trouve ça assez émouvant, bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est facilement trouvable. Dans ces cahiers rédigés d'octobre 1867 à mars 1868, à côté d'emploi du temps ou de listes de livres à lire, Nietzsche réalise l'ébauche et les brouillons d'un projet inabouti d'études sur Démocrite, plus précisément sur les sources doxographiques liées à la vie de Démocrite, un projet qu'il avait pensé offrir en cadeau à son maître Friedrich Ritschl. Dans ses notes, Épicure est seulement mentionné relativement à l'héritage de la pensée démocritéenne. Et nous ne trouvons ici aucun commentaire sur le fondateur de l'école du Jardin. Nietzsche connaît Épicure évidemment grâce à Diogène Laërce, qu'il étudie tout particulièrement durant cette période. Mais son intérêt pour le matérialisme antique est probablement lié également à la lecture passionnée qu'il fait quelques mois auparavant de l'histoire du matérialisme de Lange. Il écrit ainsi dans une lettre de novembre 1866 à Moussake, l'ouvrage philosophique le plus important paru au cours des dernières décennies est sans conteste l'histoire du matérialisme de Lange, sur lequel je pourrais écrire un immense éloge. Kant, Schopenhauer et ce livre de Lange, c'est tout ce dont j'ai besoin. Le matérialisme apparaît, dans ces quelques notes, sous la plume du jeune Nietzsche, comme une philosophie triomphante du mythe, radicalement originale dans le cours de l'histoire de la philosophie. La physique matérialiste est ce premier jalon qui permettrait d'abandonner toutes les spéculations religieuses dans l'explication des phénomènes, qui permet de se focaliser sur la matière pour comprendre la matière sans utiliser d'artifice ex nihilo. Autrement dit, par leur système, Démocrite et ceux qui l'ont suivi se sont libérés du mythe et des craintes liées aux dieux. Une petite citation dans le cahier numéroté P16, entre la page 99 et la page 100, c'est facile à retrouver sur Nietzsche Source. À propos de Démocrite, il écrit il condamna son ménagement toute immixtion d'un monde mythique, il se montre en cela rationaliste convaincu. Il croit à l'effet salutaire de son système et considère que ce qui est mauvais et imparfait ne se trouve qu'en dehors de celui-ci. Ce faisant, il est le premier parmi les Grecs à parvenir au tempérament scientifique, qui consiste à s'efforcer d'expliquer une série de phénomènes de manière uniforme, sans avoir recours dans les moments difficiles à un deus ex machina. Le matérialisme antique est ici pour Nietzsche une philosophie de la libération, qui est déjà d'ailleurs, quelques lignes plus loin, mis en opposition avec le platonisme. Je cite, « Admiration pour Démocrite, le plus grand adversaire de Platon ». Or, Épicure est bien l'héritier du système matérialiste de Démocrite, dans la période tardive. Il est donc bien l'héritier d'un moment libérateur pour l'esprit, à la dimension héroïque. Il faut ici remarquer qu'Épicure, c'est aussi par là celui qui s'appuie sur une doctrine pré-platonicienne pour philosopher. Quand on sait l'importance du point de bascule socratique dans l'histoire de la philosophie telle que la conçoit Nietzsche, cela ne peut pas nous intéresser. En effet, en étant l'héritier du matérialisme démocritéen, Épicure, malgré les différences doctrinales qu'il oppose à l'abdéritain, conserve un socle vierge de tout socratisme dans sa pensée et par là devient une exception dans une période dominée par les hommes théoriques. Il s'appuie ainsi sur un rapport au phénomène qui n'a pas été contaminé par le moralisme de Socrate. Il est ainsi comme une extension préplatonicienne dans la philosophie antique. C'est peut-être par là, dans un premier temps, du moins, que la spécificité d'Épicure dans l'histoire nietzschéenne de la philosophie peut être expliquée. Cette originalité
peut d'ailleurs se faire ressentir dans une lettre envoyée à Rodin dans la même période où il écrit, donc c'est une lettre du 9 décembre 1868. Personnellement, la figure de Démocrite me plaît énormément, bien que je l'ai reconstruite de toutes pièces, car nos historiens de la philosophie ne pourront jamais rendre justice ni à lui, ni à Épicure. Nietzsche entretient donc un rapport déjà intime à Épicure, qu'il pense savoir connaître avec plus de précision que quiconque. Cette idée est d'ailleurs présente, comme on l'a vu il y a quelques instants, quelques années plus tard, dans le paragraphe 45 du Gai Savoir, où il écrit oui, je suis fier de voir le caractère d'Épicure d'une façon peut-être différente de celle de tout le monde. En ce sens, merci, nous pouvons dire que Nietzsche récupère Épicure dans l'histoire de la philosophie pour lui attribuer une place singulière. Et c'est par cette récupération que commence le dialogue incessant entre les deux philosophes. Jusqu'à 1878, donc, les références à Épicure sont épisodiques. Seulement, on peut remarquer que souvent ces références présentent le maître comme un modèle. J'ai sélectionné pour vous quelques textes. Ainsi, dans un fragment posthume de 1874, 37.5, pourquoi, je cite, pourquoi se donner tant de mal avec la langue? La clarté suffit, comme le pensait Épicure. Comme si Épicure, pour lequel la simplicité dans la langue et l'écriture est signe de bonne santé du discours et de bonne compréhension du système, voir à ce titre lettre à Hérodote 36, était un modèle stylistique pour Nietzsche, qui verrait alors dans la lettre d'Épicure la quintessence d'une pensée dense, mais claire et synthétique, contenant en quelques mots l'essentiel d'une pensée longuement digérée. Épicure était habité, je cite, un autre fragment de la même année, par l'instinct du style, comme si Épicure était, par une habitude naturelle, enclin à écrire et penser dans un style précis et aiguisé. Prenons encore ce fragment de 1876, intitulé tout simplement « Éloge d'Épicure ». Je cite, « La sagesse n'a pas fait un pas de plus qu'Épicure, et a souvent fait plusieurs milliers de pas que lui. Plusieurs milliers de pas en arrière, pardon. On voit donc bien comment, près de 10 ans après la première occurrence du nom d'Épicure dans le corpus nietzschéen, le maître de l'école du jardin est toujours là. Sa doctrine n'est jamais commentée dans le détail, ni même citée précisément, mais il est toujours un guide philosophique indétrônable, l'image type d'un héroïsme raffiné, pour reprendre une de ses expressions. Nous arrivons donc à 1878, où la référence à Épicure devient prépondérante. Si ici la majorité des occurrences a trait aux avantages de l'éthique épicurienne, dont nous parlerons dans quelques instants, il ne faut pas négliger certains éléments textuels très précieux, qui laissent entrevoir un certain rapport entre Nietzsche et l'art épicurien de connaître. Attention, il ne faudrait pas essayer à ce moment-là de distendre les aphorismes nietzschéens pour voir en lui un pur matérialiste. S'il est clair que la physique matérialiste, fondée sur la division entre les corps simples ou composés, et le vide empêche toute projection hors du système, voire lettre à Hérodote 78, par là empêche de chercher par-delà la matière une cause à la matière, et permet de se concentrer sur l'organicité des choses, cette physique ne peut pas échapper au défaut de s'appuyer toujours sur un élément premier fondamental, l'atome. Et par là, de répondre à un besoin de philosophe très critiqué par Nietzsche, le besoin d'unité fondamentale. La matière, conçue comme une structure atomique harmonieuse, n'échappe pas à l'erreur de l'unité. Je cite le paragraphe 109 du Gai Savoir. Il n'est point de substance éternellement durable. La matière est autant une erreur que le dieu des Éléates. Car faire de l'atome la base de la réalité, c'est offrir de facto une stabilité au réel, qui ne se perçoit plus qu'unilatéralement. C'est encore faire du monde un grand mécanisme compensatoire, toujours explicable, un monde en fait bâti à partir d'une certaine image de l'humain, et plus précisément d'un certain désir humain. Bon, à ce titre, de nombreux paragraphes du Par de la bien et mal, 12, 21, 23, ainsi que plusieurs fragments posthumes des années 85 et 86. À la matière des atomistes, Nietzsche préfère une matérialité vivante et vécue, pulsionnelle et multilatérale. Et entendons par là un rapport aux choses
qui ne saurait être seulement guidé par un unique regard, mais qui se servirait, dans l'infinité des interprétations, pour saisir tous les objets. Je vous ai sélectionné un extrait du paragraphe 373 du Gai Savoir. Que seule une interprétation du monde soit légitime, où vous autres subsistiez légitimement, où l'on ne puisse explorer et continuer de travailler scientifiquement que dans votre sens, vous voulez dire, somme toute, de façon mécaniste, et qui n'admettent autre chose que compter, calculer, peser, voir et saisir, voilà qui n'est que balourdise et naïveté, quand ce ne serait pas de l'aliénation, du crétinisme. Ne serait-il pas en revanche fort vraisemblable que ce que l'existence a de plus superficiel et de plus extérieur, de plus apparent, son épiderme, ce qui la rend palpable, fut la première chose que l'on put saisir, peut-être même la seule chose. Une interprétation scientifique du monde, telle que vous l'entendez, resterait par conséquent l'une des plus stupides, c'est-à-dire l'une des plus pauvres en signification de toutes les interprétations imaginables. Le perspectif nietzschéen dresse la brutalité de l'interprétation. En choisissant une perspective, on exclut immédiatement, même momentanément, toutes les autres, malgré leur nombre indéterminé. Ainsi, dans le paragraphe 6 de la préface du Maintrope humain, on peut lire « Il te fallait apprendre à concevoir ce qu'il y a toujours d'injustice nécessaire dans le pour et le contre, cette injustice inséparable de la vie, elle-même conditionnée par la perspective et son injustice. Chaque interprétation est dominée par une inclinaison à dominer les autres. En ce sens aussi, elles sont naturellement, fondamentalement, pulsionnelles. Mais où est Épicure, pourriez-vous me demander à ce moment-là de l'exposer? Je pense qu'il est possible de réaliser un lien, ou du moins de distinguer une résonance entre la nécessaire infinité des interprétations chez Nietzsche et un certain pan de la doctrine épicurienne présentée dans la lettre à Hérodote qui constitue le moteur de la lettre à Pythoclès. C'est la fameuse méthode des explications multiples. Tant plus que ce lien est rendu possible par la lecture d'au moins un texte de Nietzsche, le paragraphe 7 du Voyageur et son ombre, intégralement consacré à Épicure. Dans le premier mouvement de ce passage, Nietzsche conçoit la force de la conception du divin dans l'épicurisme, en ce qu'elle libère les individus des préoccupations mortifères liées aux religieux. Mais dans un second mouvement, on peut lire. Donc, au paragraphe 7, Voyageur et son ombre. Dans d'autres cas, surtout quand une hypothèse à moitié physique et à moitié morale avait assombri l'âme, il ne réfutait pas cette hypothèse, mais concédait qu'il pouvait bien en être ainsi. Il y a pourtant, ajoutait-il, une deuxième hypothèse pour expliquer le même phénomène. Peut-être les choses peuvent-elles aussi se passer autrement. La pluralité des hypothèses, par exemple sur l'origine des remords, suffit encore, même à notre époque, pour ôter de l'âme cette ombre qui naît si facilement de la rumination d'une hypothèse unique, seule aperçue et par là même surévaluée au centuple. Qui souhaite dispenser la consolation aux infortunés, aux malfaiteurs, aux hypocondres, aux moribonds, veuille donc se rappeler les deux formules d'Épicure qui s'appliquent à beaucoup de questions. La forme la plus simple en serait à peu près. D'abord, à supposer qu'il en soit bien ainsi, cela ne nous touche en rien. Ensuite, il se peut qu'il en aille bien ainsi, mais il se peut aussi qu'il en aille autrement. Rappelons, un très bref instant, ce qu'est la méthode des explications multiples chez Épicure. L'explication d'un phénomène physique chez Épicure ne peut pas se réduire à une seule hypothèse tant que le premier critère de vérité, la sensation, permet d'en formuler une autre. Voir à ce titre la lettre Pythoclès 87. Si une hypothèse ne va pas à l'encontre de l'évidence des sensations, alors elle doit être préservée. Et préférer une explication à une autre, c'est bien écraser la vérité des sensations, et donc, pour citer ce même passage de la lettre à Pythoclès, se mettre en dehors de toute science de la nature pour tomber dans le mythe. En élargissant le champ de l'hypothèse, en empêchant son exclusivité, Épicure non seulement assure l'application de la canonique dans la physique, mais aussi donne des limites à la connaissance, toujours avec pour but ultime l'ataraxie. Comme chez Épicure, Nietzsche fait de la pluralité des hypothèses, ici, un remède pour lutter contre les troubles de l'âme. Elle est un outil de consolation, contre les craintes, les remords, les tourments. Mais plus encore, c'est bien dans un moment majeur de la gnoséologie épicurienne que Nietzsche semble trouver un remède particulièrement efficace pour lutter contre les esprits malades. C'est bien par un certain rapport originel à la connaissance qu'Épicure évite pour lui-même un certain nombre de tourments. La pluralité des hypothèses,
comme le perspectif nietzschéen, ne peuvent pas admettre qu'il existe qu'une seule saisie du monde. L'individu, animé de pulsions, chez Épicure, chez Nietzsche, appréhende organiquement ce qui l'entoure. Il s'élance dans le monde relativement à la singularité de son corps et de ses inclinaisons. Et c'est d'ailleurs par l'évidence de sa sensibilité propre qu'il assure la valeur de son interprétation. Seulement, entre la pluralité des explications, en nombre déterminé, et l'infinité des interprétations, il existe un écart pour le moins certain. Il ne s'agit certainement pas pour moi, dans cet exposé, de réaliser une relation d'identité parfaite entre les deux éléments. J'imagine au risque de me faire expulser manu militari de l'Assemblée. Mais seulement de remarquer, entre elles, quelques ressemblances intrigantes. Il est impossible que le perspectif nietzschéen soit le strict répondant moderne de la méthode épicurienne, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement et fondamentalement, explication n'est pas interprétation. Réduire l'interprétation de Nietzsche à une explication, c'est l'enfermer dans un rapport seulement rationnel aux objets dont il se saisit d'une part, et d'autre part, c'est drastiquement limiter la radicalité de Nietzsche, qui semble plutôt penser l'activité interprétative comme un acte de création qui reconstruit toute la signification du donné et qui la dirige tout entière vers la création de nouvelles valeurs. Ainsi, on peut lire dans un fragment de 1885 « Interprétation, non explication. Il n'y a aucun état de fait, tout est fluctuant, insaisissable, évanescent. Ce qu'il y a de plus durable, ce sont encore nos opinions. Là, tout devient geste, tout devient signe de nouvelles possibilités créatrices. Quand l'explication, même chez Épicure, clôt le rapport au phénomène dans des procédés rationnels scientifiques, l'interprétation est toujours un élan vers quelque chose de radicalement nouveau, comme une invitation permanente. Et l'infinité dans l'infinité des interprétations n'est jamais seulement la pluralité dans la pluralité des explications. Nous pouvons donc dire que la méthode des explications multiples ne peut pas suffire à la pensée nietzschéenne. Elle est comme trop étroite. Elle est certainement utile pour calmer les turpitudes des esprits affaiblis, mais elle ne peut que se cantonner à ce rôle de calmant, de médicament d'urgence. Et pour des raisons de temps, je n'ai rien dit non plus sur la dimension réflexive du perspectif nietzschéen, absolument impensable chez Épicure, qu'on pense alors à l'enchevêtrement, au passage entre 78 et 79 de la lettre à Hérodote, quand la pluralité des hypothèses doit être assurée partout, sauf pour les fondements de la physique épicurienne elle-même. L'écho entre les deux méthodes, si je puis utiliser ce terme de méthode, les échos entre ces deux méthodes, permettent tout de même de dessiner les contours de la relation de Nietzsche à un pan de la théorie de la connaissance épicurienne, et de mieux saisir comment il va arriver à la dépasser. Je parlais, il y a quelques instants, de la méthode des explications multiples comme médicament d'urgence. Mais à l'analyse, on peut émettre l'hypothèse que c'est toute la doctrine épicurienne qui a pu être saisie par Nietzsche comme une médecine d'urgence. Rappelons-le, avec Épicure, l'existence ne peut plus être saisie entre les deux pôles moraux du bien et du mal pour se constituer comme vie heureuse. Pour citer la lettre à Ménécée en 28, le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. L'éthique épicurienne se fonde sur une distinction nette entre plaisir et douleur, comme norme de la possibilité du bonheur considérée alors comme absence de trouble, aussi bien dans le corps, aponie, que dans l'esprit, ataraxie. Le plaisir, tel qu'il est compris par Épicure, devient le fondement d'une acceptation de l'existence avec ses contradictions. Rappelons, par exemple, ce passage de Ménécée en 135, puisque ces souffrances ne sont rien pour le sage, ça a été rappelé tout à l'heure, puisque le sage transforme tout ce qui lui arrive de manière positive. Ce rapport au plaisir permet une vie libérée de la crainte des dieux, vierge bien évidemment de la notion de péché ou de toute loi voulant déprécier le corps par sa nature. Le corps physiologique est toujours le point de référence ultime auquel il faut se rapporter. La philosophie se constitue dans cette éthique comme une redécouverte de soi dont l'exploration pourra révéler un nouveau rapport au monde. Ce retour à la corporéité
ne peut que séduire Nietzsche, lui qui fustige toutes les conséquences d'un oubli de la matérialité, par là de la vie, telle qu'elle se manifeste du platonisme au christianisme. Comme il l'écrit dans Par-delà bien et mal, au paragraphe 230, sa philosophie a pour but de replonger l'homme dans la nature, faire justice des nombreuses interprétations vaniteuses, aberrantes et sentimentales qu'on a griffonnées sur cet éternel texte primitif de l'homme naturel. En se focalisant sur l'individu, comme corps compatissant, dans la logique de sa doctrine, Épicure peut être saisi par Nietzsche comme un véritable allié. Car c'est grâce à cette focalisation qu'Épicure peut entamer son travail de suppression des plus grandes craintes de l'esprit, la peur des dieux et la peur de la mort. Toutes les deux apparaissent dans la doctrine parfaitement injustifiées et même absurdes. Éloignement vis-à-vis de la prénotion de la divinité dans la première, éloignement vis-à-vis de la sensation dans la seconde. Remarquons également que par cette libération à l'égard de ces craintes, Épicure invite à une plus grande jouissance dans la vie. Si l'on considère par exemple la mort comme privation des biens de la vie, c'est que nous ne jouissons pas correctement de celle-ci, car l'individu heureux ne connaît aucun sentiment de privation. Lettre MNSC 125. Pensons encore comment cette victoire sur la peur de la mort conduit à la disparition de tout désir d'immortalité, permettant de se contenter pleinement de la seule vie qui est la nôtre, une vie corporelle, terrestre. Lettre MNSC 124. Pensons enfin à la théorie épicurienne de l'âme, matérielle et organique, permettant la perception et étrangère à toute existence séparée de l'enveloppe charnelle qui l'abrite, avec laquelle elle est toujours dans une relation d'interdépendance. Lettre à Hérodote 63. Tout autant d'éléments de doctrine fondamentale qui ne peuvent que séduire Nietzsche au moment de penser son activité philosophique dans une lutte à mort contre le rejet et l'oubli de la vie. Si le démonisme épicurien ne suffit pas à la pensée de Nietzsche, ce sont bien les moyens par lesquels Épicure veut atteindre son état de bonheur qui l'intéressent. Bonheur qui n'est rien qu'une absence de souffrance issue d'un travail d'élimination et jamais un bonheur vécu totalement activement. On pourrait dire que c'est un bonheur d'anesthésie, de l'anesthésie plutôt. Car c'est chez le maître du jardin qu'il trouve peut-être la première forme d'éthique posée dans un monde sans idée de bien ou de mal et sans Dieu. Sans Dieu en tant qu'ils se sont retirés des questions humaines, bien sûr. Sélectionnez un texte, le paragraphe 72 d'Aurore, que je vais vous lire, je vais faire juste un petit extrait. Voilà. Il se développa une doctrine selon laquelle le pécheur exclu du salut était lui aussi immortel, la doctrine du damné éternel. Et elle devint plus puissante que la pensée désormais bien affaiblie de la mort définitive. La science a dû la reconquérir, en refusant en même temps toute autre représentation de la mort et toute vie dans l'au-delà. Nous sommes devenus plus pauvres d'un intérêt. L'après la mort ne nous regarde plus. Indicible bienfait, quoique encore trop récent pour être ressenti comme tel d'un bout à l'autre du monde, et de nouveau triomphe Épicure. Par là, j'entends qu'Épicure a été un modèle pour Nietzsche dans la formation de la pratique philosophique comme médecine. Une médecine d'urgence, puisque l'esprit du plus grand nombre est déjà malade, d'angoisse issue de conceptions fausses, de représentations erronées, de croyances mensongères, dangereuses. Mais les liens entre Épicure et Nietzsche, en tant que philosophe médecin, ne s'arrêtent certainement pas là. Une caractéristique fondamentale de l'existence de Nietzsche est bien sûr sa vie de souffrance physique, une souffrance qui semble faire partie de son identité, et ce depuis sa jeunesse. Le travail du philosophe médecin est aussi automédication. Et si, chez le sage épicurien, la souffrance est à rejeter, tandis que chez Nietzsche, elle est à surmonter et devient comme un outil de connaissance pleinement actif, la disposition du philosophe à l'égard de lui-même est semblable, une position, excusez-moi ce mot, d'autodissection. C'est Nietzsche lui-même qui dresse un lien entre sa situation personnelle et celle d'Épicure. Parce qu'on rappelle, comme le dit Diogène Laërce, qu'Épicure était un grand souffrant. Cette anecdote très fameuse, on dit qu'à la fin de sa vie, on ne pouvait même plus poser un manteau sur les épaules d'Épicure sans que son corps ne s'effondre. Ce lien est dressé dans une lettre du 2 janvier 1886 à Reinhardt, où il dit « Vivre comme Épicure, lui aussi souffrant atrocement de l'estomac.
La souffrance est le lien de sang qui unit les deux philosophes. C'est la souffrance qui révèle la place centrale de la matérialité du corps, c'est la souffrance qui permet de penser sa médication, la souffrance qui permet de vouloir se surmonter. Cette intimité de la relation entre Nietzsche et Épicure pourrait également être aperçue dans le paragraphe 408 de Opinions et sentences mêlées, pardon, je vous l'ai pris, c'est la fameuse descente aux enfers. Hein, je cite que le début du paragraphe. Moi aussi j'ai été aux enfers, comme Ulysse, et j'y retournerai souvent. Et je n'ai pas seulement sacrifié des moutons pour pouvoir m'entretenir avec quelques morts, c'est aussi mon propre sang que je n'ai pas ménagé. Et dans la liste des penseurs qu'il cite, Épicure est cité en premier, dans ses compagnons de voyage dans l'Hadès. La souffrance détermine la discipline et l'effort sur la pensée en vue de la plus grande santé. On pourrait d'ailleurs également, c'est une hypothèse, voir chez Épicure un parent ancien du leitmotiv du gai savoir. Épicure, comme Nietzsche, œuvre au combat contre la mort de la vitalité programmée par certaines valeurs, qui conçoit la vie comme une maladie dont il faudrait se débarrasser. Toutefois, il ne faudrait pas faire ici d'Épicure un simple héritier du tétrapharmakos tel qu'il a été conçu dans la lettre à Ménécée en 133 ou dans les premières maximes capitales. La troisième et la quatrième formule de l'abrégé épicurien rentrent en contradiction avec la pensée nietzschéenne. Dans Pharmakon, entendons bien à la fois remède et poison. Et il est clair que le Nietzsche, d'après 1883, a saisi l'épicurisme sous cette double acception. Il faut plutôt penser Nietzsche à cet instant comme l'héritier d'un certain rapport thérapeutique à la philosophie, à la fois remède d'urgence, donc, et médicament d'entretien. D'autant plus que cette médecine nouvelle permet de tracer à nouveau les frontières du meilleur cadre de vie pour l'individu. Pensons à tous ces précieux textes où Nietzsche, entre 1878 et 1883, notamment dans sa correspondance, imagine le jardin d'Épicure comme le modèle du meilleur refuge qu'il peut imaginer. Ainsi, dans un fragment de l'été 1878, c'est 30-31, je cite, « Vague, à siroter au bord de l'eau par un jour d'été calme, le bonheur du jardin d'Épicure. » Ou encore, dans une lettre de mars 1879 à Gast, « Où allons-nous renouveler le jardin d'Épicure ?» L'école du jardin, perçue ici comme un jardin d'Éden terrestre, c'est le lien qui marque la force qu'a Épicure de se séparer du plus grand nombre. Son jardin n'est pas au cœur de la cité, mais dans un de ses recoins, discret. Le vivre caché épicurien, tel qu'il est présenté à la Maxime capitale 14, ce n'est certainement pas l'expression d'une simple pudeur, et encore moins l'expression d'une volonté de vivre en ermite. C'est plutôt ce par quoi le sage s'assure de ce qui le distingue de la foule, qu'il faut chercher à éviter à tout prix, je rappelle, en paraphrasant Maxime capitale. C'est ce qui lui promet la sérénité, notamment par la sélection qu'il effectue dans sa société. Car le sage ne vit certainement pas seul dans son jardin. Et remarquons comment Nietzsche souligne cette dimension sociale de l'école. Où allons-nous renouveler le jardin d'Épicure ? Il s'agit bien de construire ici une nouvelle société dans la cité, une société alternative, où la sélection de ses membres ne s'opère pas par rapport à des critères politiques, juridiques ou sociaux, mais bien sur la capacité à vivre ensemble selon une certaine autodiscipline. La présence de ses semblables, de ses amis, permet un constant rappel de la direction donnée pour la communauté, comme un redressement constant, apporté mutuellement par chaque individu, en vue d'un autodépassement. L'amitié est bien le cadeau le plus précieux que peut offrir la doctrine, si l'on suit le Maxime Capital 27. Lisons encore cette lettre à Köselitz du 16 août 1883. « Ah, j'avais tant besoin de tout l'air et du parfum du jardin d'Épicure, y compris de la divine prouesse d'éviter les foules. Car à vrai dire, je suis presque brisé, mais je veux parler d'autre chose. » Le jardin d'Épicure, c'est le cadre idyllique pour la pratique de la médecine philosophique de Nietzsche. Un espace où tout invite à la jouissance la plus grande
même dans les choses les plus insignifiantes. Rappelons la frugalité du régime épicurien, qui n'est certainement pas associé à un idéal ascétique, mais bien plutôt à la force de pouvoir se contenter du plus dans les choses les plus simples. Nietzsche écrit d'ailleurs à ce sujet au paragraphe 192 du Voyageur et son ombre, je cite, « La philosophie de l'opulence, un petit jardin, des figues, du fromage, et avec cela 3 ou 4 bons amis, ce fut là l'opulence d'Épicure. » Le jardin, c'est bien ce lieu où la communauté, composée uniquement de ceux qui ont la force de la rejoindre, qui se sont distingués du plus grand nombre, travaille avec effort à se faire, pour citer la dernière phrase de la lettre à Ménécée, tels des dieux parmi les hommes. Cette puissance de la philosophie médecine d'Épicure place d'ailleurs le maître dans la même lignée philosophique que Nietzsche. La portée de leur pensée est si grande qu'elle ne peut être saisie que bien après sa formulation, et seulement par un petit nombre d'esprits. Ainsi, Nietzsche écrit dans un fragment de l'été 1883 « Nos actions seront mal comprises, comme Épicure est mal compris. C'est la caractéristique de tout prophète d'être vite compris, cela les rabaisse. Je ne veux pas être compris avant des siècles. » La source épicurienne est bien trop abondante pour être vite épuisée. Ce qui finit d'unir Nietzsche à Épicure, c'est sa perception de la doctrine comme une philosophie de l'avenir, dont la richesse des interprétations et des usages en fait une pensée modèle. En ce sens, pour conclure, avec la lecture d'un texte magnifique, qui est voilà, le paragraphe 295 du Voyageur et son ombre, que je vais extrêmement rapidement commenter. Je vous le lis. Et in Arcadia ego, descendant, mon regard franchissait un ondoiement de collines, du côté d'un lac au vert laiteux, à travers les sapins édentiques d'austères pins. Autour de moi, des blocs rocheux de toutes sortes, le sol diapré de fleurs et d'herbes. Un troupeau défilait, s'étendait, s'étirait devant moi. Plus loin, dans la très intense lumière vespérale, à côté du bois de conifères, quelques vaches, isolées ou par groupes, d'autres plus près, plus sombres. Sur toute chose, le calme et la plénitude du soir. Ma montre marquait environ 5h30. Le taureau du troupeau était entré dans le torrent au remous d'écume blanche et remontait lentement, tantôt résistant, tantôt cédant son cours impétueux. Il y trouvait sans doute la sorte qui lui convenait de plaisir furibond. 2 créatures d'un brun foncé, d'origine bergamasque, en étaient des bergers, la fille presque vêtue en garçon. À gauche, des pentes rocheuses et des champs de neige au-dessus de larges ceintures de forêt. À droite, 2 énormes pitons couverts de glace, très haut sur ma tête, flottant dans un nuage de soleil vaporeux, rien que de grand, de serein, de lumineux. Tant de beauté accumulée faisait courir un frisson sacré, porté à une muette adoration de cet instant de sa révélation. Involontairement, comme s'il n'y avait rien de plus naturel, on imaginait des héros grecs dans ce monde de lumière pure et nette, où rien ne rappelait la nostalgie, l'attente, le regard porté en avant ou en arrière, on pouvait que le sentir à la manière de Poussin et de ses élèves, héroïques à la fois et idylliques. Et c'est ainsi que certains hommes ont aussi vécu, ainsi qu'ils se sont durablement sentis dans le monde, qu'ils ont senti le monde en eux, et parmi eux, un des hommes les plus grands, l'inventeur, cette fin du paragraphe qui m'intéresse ici, l'inventeur d'un style héroïque, en même temps qu'idyllique de la philosophie, Épicure. D'ailleurs, je pense, là, c'est une petite aparté, ici fait référence à un tableau de Poussin, qui est d'ailleurs exposé à Paris, donc on peut aller le voir. Comment comprendre le fait qu'Épicure est l'inventeur d'un style héroïque et idyllique de philosophie? Épicure est héroïque en tant que triomphant sur les craintes qui asservissent l'humanité, en tant que rappel constant de notre corporéité, en tant qu'invitation à devenir soi-même un dieu, à creuser en soi la place suffisante pour accueillir cette divinité nouvelle. Épicure est aussi idyllique, car il crée pour lui-même son propre paradis, où l'autodiscipline et la jouissance partagée avec ceux qui ont l'esprit assez fin pour comprendre ce partage, dessinent un nouvel horizon pour l'humain, plus sain, plus vivable. Si Nietzsche n'est certainement pas un pur épicurien, donc pas strictement parlé un héritier d'Épicure,
Dionysos sera d'ailleurs là pour dépasser les plaisirs donnés par la philosophie du sage, il s'est saisi de certains aspects de la doctrine du maître pour trouver momentanément un allié dans sa guerre philosophique contre des valeurs mortifères. En ce sens, pour finir, nous pouvons dire que par son héritage épicurien, ou plutôt par sa méditation très longue des textes d'Épicure, Nietzsche a trouvé un point d'appui particulièrement solide pour se distinguer encore plus dans l'histoire de la philosophie, pour marquer une distance plus grande encore entre lui et tous les autres philosophes, pour construire sa médecine particulière, faite de perspectives et d'autodépassement permanent. Merci pour votre attention.